Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler Bitcoin, on va parler élections américaines, on va parler réglementation et on va parler sociétés publiques dans les cryptos, donc les entreprises qui sont cotées sur le Nasdaq, notamment dans le secteur des crypto-monnaies, qui sont extrêmement intéressantes de mon point de vue, d'un point de vue spéculatif, mais donc absolument personne ne parle, en tout cas dans la francophonie, j'ai pas vu une seule personne en parler, alors que je pense que notamment avec l'arrivée des élections américaines, je pense qu'il y a vraiment un truc hyper intéressant à jouer, bien plus que les altcoins. Donc voilà, en tout cas, on parlera un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Avant d'attaquer avec l'analyse du Bitcoin, j'avais parlé il y a quelques mois de cela que j'allais lancer un fonds d'investissement. J'en ai pas trop parlé depuis parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, mais les choses sont bien finalisées à présent. Donc on va se lancer dans le courant du mois de novembre. Je rappelle que j'avais déjà créé une structure qui n'était pas réellement un fonds il y a plusieurs années de cela. Aujourd'hui, on a un track record de plus de 3 ans. On surperforme notre indice de référence tous les ans, donc qui est le CCI 30. Et là, on va se lancer maintenant de manière beaucoup plus ouverte. Auparavant, c'était vraiment une structure très fermée, uniquement sur invitation. Là, maintenant, on va commencer à ouvrir avec notre nouvelle structure qui est un fonds qui est basé en Europe. Donc, si vous êtes intéressé, que vous voulez investir, écoutez, le mail pour nous contacter est en description de la vidéo. Je ne peux pas forcément donner plus d'infos comme ça sur une vidéo publique à cause, encore une fois, de la réglementation. On ne peut pas comme ça dire tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la stratégie sur une audience qui est trop publique. En tout cas, si vous êtes intéressé, écrivez-nous. On vous enverra de la documentation, on vous enverra notre track record, ce qu'on a fait jusqu'à présent sur des données qui sont toutes réelles, aucun backtest. Moi, je ne parle pas de backtest, je parle que en fait de données qui sont réelles. Si vous êtes intéressé, vous pourrez faire partie des premières personnes qui vont investir dans le fonds dans le courant du mois de novembre. Allez, on attaque en tout cas avec cette nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin. Là, on est sur le graphique du Bitcoin en mensuel, en hebdomadaire, pardon. Alors, lors de ma précédente vidéo, j'avais clairement indiqué que j'avais quand même un biais qui était relativement haussier, que de mon point de vue, il fallait conserver ce biais haussier tant qu'on n'a pas d'invalidation plutôt du scénario, si jamais on commençait à venir titiller des zones de support un petit peu trop et qu'on venait même à les casser. Au final, c'est absolument pas ce qu'on a eu. On était à peu près par ici quand j'avais fait ma dernière vidéo. Bien évidemment, en fait, que si on venait à breaker par le bas le canal baissier, on aurait eu une accélération baissière supplémentaire pour venir chercher, pourquoi pas, la zone des 45 et la zone des 35-36, qui était une zone qui était clairement possible de venir chercher si on avait une cassure par le bas. J'avais quand même bien précisé que ce genre de structures sont des structures de continuation de tendance. On est sur une tendance, en tout cas là, qui était clairement haussière. On a eu ensuite une structure de consolidation avec un canal descendant. C'est une structure vraiment classique de continuation de tendance et c'est une structure qui a été parfaitement cassée par le haut dès le milieu du mois d'octobre. On va dire que tout n'est pas encore terminé et on ne peut pas juste encore se réjouir trop rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on a encore ces dernières résistances ici à venir franchir. Et là, on est vraiment en train de titiller justement notre ATH. Donc, c'est vraiment la dernière zone. Ensuite, une fois qu'elle sera franchie, si elle est franchie, mais encore une fois, il y a quand même beaucoup de probabilité quand même de notre côté, même si bien évidemment en matière d'investissement, et je le répète tout le temps, il peut tout se passer. Il peut y avoir une élection américaine qui ne plaît pas au marché, il peut y avoir un signe noir qui fait que en fait ça invalide tout. Encore une fois, la seule chose qui compte, c'est la gestion du risque, mais de mon point de vue, là les choses sont assez simples. Tant qu'on ne revient pas sous ce niveau, honnêtement, sur du weekly, c'est extrêmement haussier. Voilà. Donc, tant qu'on ne revient pas sous les 60 000 $ et qu'on ne vient pas réintégrer le canal, honnêtement pour moi, vraiment, c'est orienté à la hausse et il faudra conserver un biais relativement haussier. Maintenant, si on zoome un tout petit peu plus et qu'on se met sur le 3D, de mon point de vue, on a breaké quand même ce gros niveau ici avec cette droite de tendance et le précédent ATH de 2021 qui a fait un gros travail de résistance pendant un long moment. Ce niveau ici a été breaké. De mon point de vue, on n'est pas censé
réintégrer ce niveau. Ce serait quand même un signal plutôt mauvais. Là, on a fait une magnifique clôture, notamment une clôture en 3 jours. On s'est vraiment affranchi de tous les niveaux de résistance. On a même réussi à clôturer au-dessus de la bande haute des bandes de Bollinger. On est vraiment dans une dynamique haussière qui est en train de se construire. Pour moi, il ne faut surtout pas qu'on ait maintenant un pullback trop puissant. Là, c'est vraiment important. Si on vient retracer et même qu'on vient sous ce niveau, déjà, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Voilà. Donc, prudence, en tout cas, pour l'instant, tout n'est pas encore joué. Quand on sera à 80 000 $, voire plus, là, on sera plutôt tranquille sur nos positions et il n'y aura plus qu'à se préoccuper des zones de vente. Et pour l'instant, il faut encore surveiller un petit peu. On peut encore se faire invalider, mais c'est quand même assez prometteur, il faut le dire. Donc, moi notamment, j'ai envoyé pas mal de signaux que je vais vous montrer. On m'a souvent reproché de dire « oui, mais tu dis que tu as fait ça, etc. » Mais en fait, je peux comprendre, effectivement, il y a tellement de personnes qui racontent que des conneries sur YouTube, il y a tellement d'escrocs qui en fait disent tout et n'importe quoi. Effectivement, je comprends également que en fait, il faut de la réticence. Il faut effectivement remettre en cause tout ce que tout le monde peut dire. Et donc ça, je peux parfaitement le comprendre. Donc, si je vous montre directement dans mon canal. Donc là, on remonte, hein, pas de trucage. C'est même pas une image comme ça. Il n'y a aucun trucage qui pourrait être fait. Bon, même si je pourrais truquer la vidéo, bon, honnêtement, je pense que de toute façon, les 230 personnes qui sont dans le groupe peuvent attester de la véracité pour le coup des informations. Donc, moi, j'avais fortement réduit l'exposition, notamment pour me protéger d'une cassure du range par le bas et tout simplement d'une accélération baissière pour venir recharger ensuite dans la zone des 45 et la zone des 37. Ça, c'était le plan si jamais ça venait à fortement baisser. Plan qui a commencé à complètement s'invalider dès, pour le coup, vous voyez, le 13 septembre. Là, j'ai envoyé, on est passé d'une exposition de 25%, donc très légère, à 50% d'exposition. Donc le 13 septembre, on était grosso modo ici. Voilà, on était vraiment sur le début de la reprise. En fait, vraiment pour moi, le gros signal qu'on a eu, et on a eu une très très belle fenêtre pour se positionner, on l'a eu grosso modo dans cette zone ici. Là, on a vraiment eu une très très belle zone pour se positionner. Donc là, j'ai envoyé un premier signal le 13. Deuxième signal, pas très longtemps après, le 19. Donc on était grosso modo dans la zone ici. Et ensuite, dernier signal qui a été envoyé le 1er octobre parfaitement sur le pullback. Voilà. Donc sur ce pullback ici, on était dans la zone des 60-61 000 $. Honnêtement pour moi, on était vraiment sur un niveau excellent pour se positionner avec un risk-reward vraiment qui était extrêmement favorable, sachant que le niveau d'invalidation pour moi était à 58 000 $. Voilà. Il ne fallait pas qu'on vienne péter notamment la moyenne mobile qu'on avait ici, sinon c'était encore une fois le retour sur le bas du range dans la zone des 55 000. C'est pas ce qu'on a eu. Donc très très bonne exposition. On a bien moyenné avec un prix moyen d'achat qui maintenant se rapproche de la zone des 60 000 $. Donc pour moi c'est assez confortable aujourd'hui. Si on se fait invalider, grosso modo on peut ressortir pratiquement même avec un petit peu de gain. Dans le pire des cas, si vraiment on a un gros dump, on peut quand même sortir à break-even. Donc là, franchement, aujourd'hui, en tout cas ceux qui m'ont suivi dans ma communauté privée, ils sont extrêmement confortables avec la configuration actuelle du marché. Si ça part, il n'y a rien à faire. Voilà, ça fait un mois qu'on est complètement exposé au marché, il n'y a plus rien à faire. Et la seule chose à laquelle il faudra se préoccuper, ce sont les niveaux de vente. Je viendrai justement, je parlerai un petit peu de ça, je vous montrerai un petit peu quels sont pour l'instant mes différents niveaux de vente. Je dis bien pour l'instant parce que ça se trouve dans 2 mois, ils auront évolué. Mais par contre, attention, si vous n'êtes quasiment pas exposé au marché ou en retard, que vous avez raté les opportunités, soyez quand même un petit peu prudent. Je dirais que là, on va probablement avoir la dernière fenêtre pour se positionner. Ce n'est pas quand le Bitcoin aura accéléré et qu'on sera à 80-90 000 $ qu'il faudra se positionner. Ce sera beaucoup trop tard. Voilà. Donc, prenez bien ça en compte. Pour moi, on peut encore éventuellement rajouter un petit peu parce que, encore une fois, on n'est pas trop loin du niveau d'invalidation. Là, si on se positionne maintenant et qu'on invalide ici, on est à peu près à 10%. Mais
voilà, il faut accepter quand même cette perte probable de 10%. Et si on s'expose, si on est très très peu exposé et qu'on s'expose beaucoup sur ces niveaux-là, bon, pour moi, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Encore une fois, après, je peux comprendre que c'est pas simple. Je pense que c'est clairement les initiés et les pros qui ont été capables de correctement se positionner sur les phases de retracement, les phases de correction et le plus proche possible du bas du range. Encore une fois, moi, j'ai une moyenne qui tourne aux alentours des 60 000 $. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont réussi à s'exposer encore plus bas avec une moyenne peut-être à 55 000. Chapeau pour eux. Moi, en tout cas, je n'aime pas trop acheter systématiquement les zones de support. Je préfère attendre d'avoir vraiment des setups qui me permettent d'avoir un risk-reward plus contrôlé. Parce que oui, on peut acheter les mèches ici et les niveaux et les accélérations baissières. Bon, celle-là était assez facile à acheter entre guillemets, si on était devant les graphiques au moment où ça s'est produit. Encore une fois, c'est un métier, donc il faut tout le temps être devant les écrans pour pouvoir vraiment être capable de choper les bonnes opportunités. Mais beaucoup, et moi y compris pour le coup, notamment au niveau du fonds d'investissement, on a acheté le point bas, mais on est ensuite ressorti pour revendre. Voilà. Parce que clairement, il n'y avait rien qui nous disait qu'on commençait à avoir vraiment une reprise haussière. Non, on avait eu un excès, on a un rebond, et au final, on a vu ce qui s'est passé. Pas grand chose de plus, on a réaccéléré encore pour le coup à la baisse et ça a pris encore beaucoup de temps pour vraiment nous donner un setup et maintenant avoir un truc qui commence à être intéressant. Donc on aurait pu moyenner encore plus bas, d'autres ont dû faire encore mieux que moi. Moi je ne suis pas là pour commencer à me la péter ou ce que vous voulez, je vous montre ce que je fais. Et quand je montre ce que je fais, alors je sais que ça agace certaines personnes, je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait moi je suis là pour partager et pour que vous appreniez. Et j'estime qu'on apprend quand tout simplement je montre ce que je fais et j'explique pourquoi je l'ai fait. Voilà. Après, je vois que ça agace certaines personnes parce qu'ils auraient aimé avoir les signaux. Venez en fait directement dans le groupe et vous aurez les signaux. Voilà. Donc, en tout cas, voilà un petit peu par rapport au Bitcoin. On a un niveau d'invalidation qui est relativement clair sur le 3D et si on zoome un petit peu plus sur le weekly. On peut quand même revenir, quand même titiller la zone des 65 sans pour autant aller beaucoup plus bas. On a deux moyennes mobiles justement qui sont sur ce niveau-là. Donc quand je parle d'invalidation, je ne commence pas à dire il faut sortir à 100% et être entièrement en stablecoin. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il faut réduire son risque. Voilà, on réduit son risque et si par contre après on vient breaker la zone des 60, là par contre pour moi, il faut vraiment alléger fortement le portefeuille et puis attendre. Attendre parce que ça sent pas bon. On aurait dû partir, on ne part pas. Donc ça veut dire qu'on peut très bien partir dans l'autre sens. Voilà, c'est ce qu'on appelle notamment une déviation. Quand on a un magnifique setup, on a un début de démarrage et qui en fait s'invalide très rapidement. Et ça pour le coup c'est très très mauvais parce qu'en général ça peut partir très très fort dans l'autre sens parce que ça a piégé beaucoup de monde à la hausse. Il y a beaucoup de personnes qui sont piégées, qui ont acheté tout en haut avec parfois beaucoup d'effets de levier. Et là, si ça part très très vite à la baisse, ça va faire des gros mouvements baissiers parce que ça va commencer à paniquer et beaucoup vont sortir un petit peu en panique. Donc ça peut être très dangereux. Pour l'instant, moi je privilégie absolument pas ce scénario-là, mais encore une fois, je l'ai en tête et je saurai quoi faire si jamais on commence à avoir un scénario beaucoup moins attendu. Voilà en tout cas un petit peu par rapport au Bitcoin. Au niveau maintenant des cibles, donc moi j'ai deux cibles principales qui sont basées sur les extensions de Fibonacci. Il faut savoir que lorsqu'on est en découverte de prix, en price discovery, il n'y a plus aucun travail du prix. Donc, on n'a plus trop ni de niveau de support, ni de niveau de résistance pour essayer en fait de se situer par rapport à où est-ce qu'on pourrait vendre. Donc, il y a plusieurs stratégies à adopter. On peut toujours se baser sur les moyennes mobiles et notamment sur les bandes de Bollinger pour essayer quand même de suivre la tendance et sortir dès qu'elle commence un petit peu à s'essouffler. C'est un peu compliqué. Et surtout, ça demande beaucoup d'expérience parce qu'il ne faut pas sortir à la première correction. Voilà. Donc ça demande quand même pas mal d'expérience. Une autre stratégie qu'on peut adopter, c'est uniquement définir des niveaux de vente, mais qui doivent quand même évoluer. Je pense qu'il ne faut pas juste définir un niveau et se dire quoi qu'il arrive, je vendrai sur ce niveau-là. Parce que de mon point de vue, il peut se passer tellement de choses que je trouve que c'est un peu dommage si jamais en fait on se trompe et qu'on vend beaucoup trop vite. Bon, après, en l'occurrence, si vous vendez quand même sur une phase d'accélération, ça reste un bon niveau de vente de mon point de vue parce que beaucoup ne sont pas capables de faire ça. Donc, ça reste quand même pas mal, mais je pense qu'il y a un peu mieux à faire. Moi, je fais un mix des deux. Ça veut dire que je me fixe des cibles. Ça veut dire que si ça monte de manière très très forte, j'ai des niveaux
de vente. Si par contre ça monte par des phases d'accélération puis des phases de correction, là je vais beaucoup plus être enclin à surveiller l'évolution du prix et attendre vraiment un essoufflement de la tendance. Soit un essoufflement parce qu'on commence à avoir des excès au niveau des indicateurs techniques, le RSI qui commence à titiller dans la zone des 80, 85. Là, il faut vraiment faire super attention. Des bandes de Bollinger qui, comme par exemple ce qu'on avait eu ici, où on n'arrête pas en fait de décoller des bandes de Bollinger et on commence à être de plus en plus loin de nos moyennes mobiles. Là, c'est des niveaux en fait de vente parce que plus on est loin de nos moyennes mobiles et plus il va y avoir un risque à un moment donné d'avoir une grosse correction. Donc voilà, il y a pas mal de choses pour le coup qu'il faut regarder. Encore une fois, c'est pas si simple que ça demande beaucoup d'expérience. Donc si on n'est pas trop expérimenté, je pense que déjà si on se définit des niveaux et qu'on les respecte, c'est pas la meilleure des choses à faire, mais c'est déjà très bien. Voilà. Donc pour moi, deux niveaux principaux, la zone des 100 000, juste en dessous, la zone des 97 800 et ensuite la zone des 128. Ça, je pense que c'est vraiment deux niveaux de vente qui sont assez intéressants. J'en ai un troisième qui est à 176 000 $. Moi, en général, j'ai toujours 4 lignes de vente. Voilà. Alors, on peut en avoir un petit peu plus, on peut en avoir 5. Après, je pense que plus que 5, c'est quand même un peu trop. Mais je pense qu'il en faut au minimum 3 par contre. En général, voilà, c'est entre 3 et 5. Moins non plus, ce n'est pas une bonne idée et personne ne vend all-in tout son portefeuille sur un seul niveau. Ça, pour le coup, ça n'a pas de sens. On vend toujours par palier, encore une fois, parce que personne n'est devin. Ne vous faites pas avoir par toutes les personnes qui vont faire un peu les malins et qui vont commencer à dire le Bitcoin ira jusque-là. Bon, ça, c'est vraiment les red flags en général. Si quelqu'un parle comme ça, c'est un signe. Vraiment, c'est un red flag, c'est un drapeau rouge, en fait, que la personne raconte que des conneries. Parce que personne ne sait jusqu'où est-ce que le Bitcoin ira. Même tout ce que peuvent vous dire les analystes, etc., des institutions financières, en fait, eux, pareil, ils racontent que des cracks et que des conneries. Dans la finance tradi, ils se trompent tout le temps. Et dans les cryptos, ce sera pareil, ils se trompent tout le temps. C'est pas en fait parce que y a un mec chez BlackRock ou je ne sais qui a dit que le Bitcoin irait jusqu'à tel niveau que le Bitcoin ira jusqu'à ce niveau-là. Encore une fois, ils n'en savent rien. C'est comme si vous, un matin, vous vous levez et que vous dites voilà, le Bitcoin ira à 300 000 $. C'est exactement pareil. Ça ne vaut strictement rien. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusque dans les 2, 3, 6 prochains mois. Donc, vu que personne ne sait ce qui va se passer, en fait, personne ne peut rien dire. C'est-à-dire qu'il peut se passer un signe noir, il peut se passer n'importe quoi. En fait, personne n'en sait rien qui peut provoquer des hausses ou des baisses sur le marché. Donc, partant de ce principe-là, encore une fois, personne n'en sait rien. Personne ne peut vous dire que le Bitcoin ira jusqu'à tel ou tel niveau. Voilà. Donc, moi, j'ai mes niveaux de vente. Ensuite, je vais voir comment est-ce que le marché va évoluer. On va voir un petit peu au niveau du RSI, des différents indicateurs également on-chain, des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger. Et ensuite, on peut être capable de commencer à se dire, OK, on est sur des niveaux où il faut commencer à vendre. Autre indicateur qu'il faut également regarder, les taux de financement. Sur les produits dérivés, dès que les taux de financement commencent à être un petit peu trop tendus, un petit peu trop élevés, qu'il y a un peu trop d'effet de levier, encore une fois, il faut avoir le doigt sur la gâchette pour vendre. Là, c'est vraiment hyper important. Je sais que c'est compliqué. Je sais que si on part en accélération haussière, il y aura tout un narratif qui va se mettre en place, notamment sur les réseaux sociaux pour vous dire c'est bullish, faut pas vendre, faut acheter, faut acheter, faut acheter. Non, il faut surtout pas acheter. Les initiés, ils ont déjà acheté. Comme moi j'ai pu vous le montrer, nous ça fait plus de 1 mois que maintenant on est complètement exposé, on n'a plus de liquidité. D'autres, depuis encore bien avant. C'est certainement pas quand on va avoir un breakout et qu'on sera à 80 ou 90 000 $ qu'il faudra acheter. Voilà. Là, c'est les débutants, dommage pour eux, mais tant mieux pour nous, qui vont acheter. Et ceux qui vont acheter quand on sera vraiment sur une grosse phase d'accélération, encore une fois, ce seront juste des dindons de la farce. Ils vont juste nous servir de porte de sortie. Et ça, il faut le dire. Et c'est pas, j'ai envie de dire, une insulte envers eux. C'est factuel, c'est ce qui va se passer. En fait, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Donc, encore une fois, il faut comprendre que quand on vend, il y a des personnes en face qui sont là en train d'acheter. Et quand on veut vendre sur des bons niveaux, eh bien, on vend en fait tout simplement quand les débutants, le retail va se faire massacrer à acheter. La news, quand les articles vont tomber, dès qu'on aura franchi la zone des 100 000 $, il y aura toutes les gros titres, Bitcoin franchi les 100 000 $, etc. Tout ça, ça va attirer du monde. Ces personnes-là vont se faire massacrer parce qu'ils vont acheter super cher quand nous, on va sortir. Voilà. Encore une fois, c'est ce qui se passe. Il faut en avoir conscience. Et si ça ne vous convient pas,
Mais n'investissez pas, ne spéculez pas. Investissez uniquement sur du long terme, faites du buy and hold et ne vendez jamais. Voilà, moi encore une fois, pour le coup, j'ai aucun souci avec ça parce que j'estime que je passe tellement de temps à essayer de partager et d'éduquer les gens qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant ont appris et font correctement les choses. Maintenant, je suis quand même pas naïf. Je sais très bien en fait que quand on vend sur des bons niveaux, des bonnes phases d'accélération, c'est au détriment de beaucoup d'autres personnes et ça, il faut absolument en avoir conscience. Voilà. Donc, bon, petite parenthèse que je ferme par rapport à ça en vrai. Mais bon, bref. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à ça. Maintenant, par rapport à Trump. Par rapport à Trump, alors bon, Trump, il a dit beaucoup de choses, il a fait ou pas fait beaucoup de choses, notamment durant son précédent mandat. N'oublions pas que Trump, pour lui, c'était un scam, le Bitcoin, durant son mandat, donc en 2016. Le Bitcoin était un scam. C'est toujours intéressant de se rendre compte que le Bitcoin n'a pas changé. Rien n'a changé par rapport au Bitcoin. Ses fondamentaux sont identiques par rapport à cette période-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un scam. Voilà, c'est une énorme opportunité. Voilà. Donc c'est toujours marrant un petit peu de voir les revirements, les changements de veste par rapport à certaines personnes sur quelque chose qui n'a pas changé. Donc ça, c'est toujours fascinant. Mais bon, bref, après j'ai envie de dire, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc pour le coup, tant mieux qu'il y a quand même des personnes qui changent d'avis par rapport à ça. La première des choses que Trump a dit qu'il ferait et qu'il faut absolument faire, c'est virer Gary Gensler à la tête de la SEC. Tant qu'il va rester à la tête de la SEC, et c'est là où du côté démocrate, moi je suis un petit peu plus frileux par rapport à ça, c'est que pour l'instant ils n'ont pas du tout annoncé qu'ils allaient le virer, ça va trop poser de problèmes. Cette personne-là est anti-crypto, elle déteste les cryptos, elle fait tout pour mettre des bâtons dans les roues, même des seules entreprises qui sont aujourd'hui encore présentes du côté américain, notamment Coinbase, Kraken par exemple, et même les entreprises qui ne sont même pas aux États-Unis, la SEC leur casse les couilles, et pardonnez-moi du langage. Donc il faut absolument virer Gensler, Trump l'a clairement dit, donc ça pour le coup c'est vraiment hyper favorable et ça va vraiment relâcher beaucoup de pression par rapport aux entreprises. Et il faut également très rapidement mettre un terme à toutes les attaques et tous les procès en cours envers Coinbase, envers Kraken et envers énormément d'entreprises crypto qui dépensent un pognon de dingue en juridique pour se défendre par rapport aux attaques de la SEC. Ça c'est vraiment la première étape. Ensuite, il va falloir, et c'est ce qu'il a dit, favoriser et assurer pour les sociétés, pour qu'elles puissent revenir, qu'elles aient plus de liberté et surtout avec un environnement beaucoup plus stable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la SEC, personne n'osait se lancer aux States. C'était trop risqué de se prendre de suite un procès qui va après coûter une fortune pour essayer de se défendre. Et si on arrive en plus à trouver un accord, ce sera très souvent avec une amende. Encore une fois, il faut beaucoup d'argent pour ça. Ça casse littéralement l'innovation. Et donc, les entreprises, ce qu'elles ont fait jusqu'à présent, c'est plutôt partir en Europe. Alors, elles sont parties en Europe, de mon point de vue, par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autre environnement propice dans lequel elles peuvent tranquillement, entre guillemets, se développer. En vrai, ça reste un environnement ultra réglementaire. Donc oui, il y a un cadre légal, mais en fait qui est trop restrictif de mon point de vue, hyper coûteux. Ceux qui sont dans le milieu le savent. Par exemple, pour avoir un PSAN en France, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est un dossier énorme à monter. C'est beaucoup de frais d'avocat. Encore une fois, quand on lance une start-up, je suis désolé en fait, mais la première chose à faire, ce n'est pas commencer à payer pour avoir une licence et se farcir en fait des dossiers COMAS pour faire un PSAN, quoi. Ça casse l'innovation. Alors je sais, c'est pour se protéger de tous les scams, je comprends bien, mais pour le coup, pour se protéger des scams, il faut une justice qui soit efficace. Voilà. De mon point de vue, si on avait une justice qui était efficace, personne ne lancerait des scams en France, même s'il n'y avait pas de licence. Voilà. Il suffit en fait tout simplement de faire peur et de taper et de faire des exemples, chose qu'on est incapable de faire parce qu'en fait aujourd'hui on est complètement perdu. La justice ne comprend rien en fait à ce qui se passe et donc c'est ça de mon point de vue le vrai problème. Je pense que du côté américain, à mon avis, ils vont déréglementer. Trump est toujours en faveur de déréglementation. Et donc si on laisse un petit peu les boîtes faire un petit peu ce qu'elles veulent, il y aura sûrement un peu de scam. Et encore, je pense que faire un scam au States, ce n'est pas la meilleure idée. Mais en tout cas, ça va libérer les choses et surtout, ça va libérer les boîtes qui, elles, ne sont pas des scams, qui vont pouvoir vraiment commencer à s'étendre et à se préoccuper d'autre chose que de la partie légale. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Il faut un cadre légal clair pour les entreprises crypto. C'est techniquement ce qu'il est censé faire. Encore une fois, c'est un politique
entre la parole et les actes. Et en plus, on ne sait même pas s'il aura vraiment les mains libres ou les mains liées. On ne sait pas s'il aura les deux chambres. Donc encore une fois, pour l'instant, il peut dire tout ce qu'il veut. En fait, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans la réalité. Même s'il est élu, à mon avis, il lui faudra les deux chambres pour ne pas être trop emmerdé. Même si les démocrates ne sont pas hyper hostiles aux crypto, soyons quand même un petit peu prudents par rapport à ça. Et surtout, il faut un cadre légal pour les stablecoins. Ok, l'Europe l'a fait, mais on a vu que Tether s'en contrefiche. Tether, ça reste le premier stablecoin. Ils ont clairement dit que Mika, il n'allait pas se mettre en conformité. Par contre, ce que le CEO de Tether a dit, c'est que eux, ils attendent un cadre légal clair du côté américain pour se mettre en conformité avec la réglementation américaine. Ça montre aussi un petit peu quand même ce mépris que beaucoup ont pour l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a essayé, on ne peut pas lui reprocher, mais encore une fois, elle l'a mal fait de mon point de vue. Elle a essayé en fait de faire un cadre légal, mais qui de mon point de vue est trop restrictif. Donc certains s'y conforment par défaut parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre environnement pour pouvoir le faire. D'autres restent en résistance, comme Tether par exemple. Même des plateformes comme Bybit ne se sont pas mis en conformité. Et pourtant, Bybit fait partie des principales plateformes crypto. Encore une fois, c'est pas anodin, c'est parce que la réglementation européenne est trop complexe. Elle coûte énormément d'argent pour se mettre en conformité. Et ça, pour le coup, ça casse l'innovation. Encore une fois, c'est pour ça que du côté américain, si on offre un cadre légal clair au niveau des entreprises, au niveau des stablecoins, je rappelle quand même qu'aller bosser aux States, c'est, je pense, beaucoup plus vendeur que rester en Europe. En plus de ça, n'oubliez pas qu'aux States, il y a vraiment cette culture au niveau des startups. Il y a surtout des salaires qui sont aussi beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir en Europe. Il y a beaucoup plus de talents. En général, la plupart des talents sont là-bas et c'est pas pour rien que les GAFAM, ils sont où, hein? Ils sont pour le coup aux States. C'est parce que ces entreprises-là, elles ont un environnement hyper favorable pour qu'elles puissent se développer et pour qu'elles puissent croître. Et surtout, il y a l'argent. Voilà, il y a les financements. Encore une fois, en Europe, on a beaucoup moins de financement, on a beaucoup moins de talents parce que les talents, ils partent. Et en plus de ça, les salaires sont beaucoup plus faibles. Donc, encore une fois, on a vraiment tout pour se faire massacrer par les Américains, une fois de plus, si jamais ils commencent enfin à faire les choses correctement. Je pense que c'est l'une des premières fois où les Américains font n'importe quoi par rapport aux cryptos. En tout cas, par rapport à une innovation technologique. En général, c'est toujours les Européens qui, eux, ils ont peur, donc on réglemente. Les Américains, en général, eux, ils laissent faire et ils sont plutôt favorables justement à l'innovation. Donc d'abord, on laisse faire, ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait et on va réglementer un petit peu. Et du côté des cryptos, ils ont fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont carrément tout bloqué. Encore une fois, c'est assez surprenant et il faut espérer qu'avec du Trump, pour le coup, ça débloque un petit peu les choses. Et du côté de Harris, encore une fois, on verra. Pas d'hostilité par rapport aux cryptos. Maintenant, est-ce que ce n'est pas juste aussi un discours pour pas trop se mettre à dos, parce qu'on sait que c'est important pour les élections, pour pas trop se mettre à dos cette partie-là des électeurs, mais il n'y a pas non plus un discours très favorable non plus. Donc, encore une fois pour l'instant, voilà, on va voir un petit peu comment est-ce que les choses vont évoluer. Trump a également annoncé qu'il voulait que les bitcoins soient minés aux États-Unis, chose qui est déjà le cas en grande partie. Il y a énormément d'entreprises publiques, donc des minières. Je parle en plus là que des boîtes publiques, mais il y en a aussi qui ne sont pas cotées en bourse. Donc il y en a déjà énormément. Et ça, pour le coup, c'est un vecteur d'opportunité. Il y a énormément d'entreprises publiques. Là, je vous ai fait une petite shortlist ici. Bon, la première n'est pas américaine, elle est canadienne, mais peu importe. Ensuite, toutes les autres sont cotées sur le Nasdaq, et notamment donc, les trois premières qui commencent à avoir des configurations techniques qui ne sont pas mauvaises. Voilà. Donc on a Cypher Mining, on a Bit Digital, voilà, très belle consolidation, elle est en train de vouloir s'affranchir par le haut, donc là vraiment belle structure. Et on a Hive Digital également qui est en train de breaker une magnifique droite de tendance. Donc on a des configurations qui commencent à être hyper intéressantes au niveau des minières américaines. Donc si on a un Trump qui passe, pour moi il va vraiment tout faire pour booster cette partie-là, ce secteur d'activité. Et donc pour moi, c'est une valeur sûre de s'exposer si on veut jouer un coup spéculatif. Encore une fois, c'est hyper risqué, c'est hyper volatile. Moi, je ne me base que sur l'analyse technique.
le fondamental doit être analysé si vous voulez investir là-dedans pour du moyen long terme. Là, c'est absolument pas ce que je fais, c'est pas mon travail, moi je déteste ça. Vraiment, le fondamental, analyser les boîtes, c'est pas ce que j'aime, donc je ne le fais pas. Par contre, moi je trade, et là pour le coup, d'un point de vue spéculatif, encore une fois avec une gestion des risques, je trouve qu'il y a un coup à jouer. Et parfois, on va s'exposer sur des mêmes coins à la con, on va trader des shitcoins du top 200, du top 300, voire encore plus loin, sans franchement savoir si vraiment il y aura un réveil au niveau des alts. Mais pour moi, il y a quasiment un truc qui est sûr. Encore une fois, peut-être que je vais me tromper, on ne sait pas, mais je ne pense pas. C'est que si Trump passe, ça bougera au niveau des minières. Voilà. Donc, par contre, au niveau des alts, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est Bitcoin qui va tout driver, qui va accumuler énormément encore de richesses. La dominance du Bitcoin, elle frôle, là on le voit actuellement, elle frôle les 60%. Qu'est-ce qui nous dit que demain, on n'aura pas une accélération du Bitcoin et qui va monter à 65, 70%? Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de rebond au niveau des alts. À mon avis, il y en aura forcément un à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, on ne sait pas au niveau du timing. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que si Trump gagne, à mon avis, au niveau des minières, ça bougera parce qu'il y aura une anticipation. Voilà. Juste par anticipation, ça bougera. Après, pour que ça bouge vraiment, il faut que dans les faits, il y ait vraiment des mesures qui soient prises. Ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que moi, je ne fais que spéculer là-dessus. Je rentre, je ressors. Je gère mon risque. Attention, c'est hyper volatile. Donc, je ne recommande absolument pas ça. Ça à ceux qui ne sont pas initiés. Mais si vous faites du trading, honnêtement, regardez du côté des minières. Je pense que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Trump est également en faveur d'une création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Je rappelle que les Américains ont déjà des bitcoins qu'ils ont eu à la suite d'enquêtes judiciaires, un petit peu comme l'Allemagne, sauf que l'Allemagne, elle a tout vendu, dommage pour elle. Les Américains, eux, ils n'ont pas tout vendu. Et pour le coup, en fait, pour moi, il ne va pas forcément acheter du bitcoin, mais ils vont juste garder les bitcoins en fait, qu'ils ont déjà. Voilà. Donc, voilà. Et puis ensuite, il a aussi lancé des projets crypto. Donc, ce serait quand même assez surprenant qu'il se mette des bâtons dans les roues lui-même. Il a fait des NFT. Bon, encore une fois, les NFT, de mon point de vue, bon, c'est juste une manière de faire d'une part plaisir à sa communauté et d'une deuxième part, c'est hyper lucratif, hein, donc pourquoi s'en priver. Et il a également lancé un projet, le World Liberty Financial, donc le token WLFI. Donc, bon, LFI, le petit jeu de mots, mais bon, bref. Ce qui n'a strictement rien à voir, bien évidemment. Mais en tout cas, bon, ça a été un échec. Voilà, ça a été un échec. Je pense qu'il s'est un peu trop emballé. En plus, on n'est pas vraiment en tendance très haussière par rapport aux alts. Donc, il n'a pas du tout levé les fonds espérés. Bon, et puis en plus, c'est un projet qui, pour l'instant, mis à part le fait que c'est lancé par Trump et sa famille, bon, en fait, on ne sait pas trop à quoi est-ce qu'il sert. Son white paper est assez ridicule. Je l'ai regardé, honnêtement, c'est complètement ridicule. Pour moi, c'est un scam. Après, bon, il y a Trump derrière, donc il ne va pas non plus partir en scam. Mais en l'occurrence, c'est du même niveau. Pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est voilà. On a fait un petit white paper, on a fait un petit site. Tu as une token economics qui est éclatée. Mais c'est pas grave. Et on va quand même lancer le token, faire une ICO et lever des millions et des millions. Bon, encore une fois, ça pour le coup, il a essayé. Moi, on m'en a vite fait parler en fait dans ma communauté. J'ai clairement dit, n'investissez surtout pas un centime là-dedans. C'est un token qui en plus sera probablement hyper corrélé à Trump. Et donc, c'est pas franchement toujours une bonne chose. Voilà. Bref, en tout cas, il a expérimenté des choses, donc c'est intéressant quand même. Trump, et je finirai là-dessus, c'est aussi une politique inflationniste. Et ça, il faut le prendre en compte parce que, encore une fois, c'est aussi pour apporter de la nuance. Il a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont positives par rapport aux cryptos, par rapport aux entreprises crypto. Mais attention, d'un point de vue spéculatif, au niveau de la valorisation des tokens, il faut quand même faire attention. Une politique trop inflationniste pourrait ne pas être si bénéfique que ça pour les cryptos au niveau du prix. Notamment, quand on veut relocaliser les entreprises aux États-Unis, c'est inflationniste parce que forcément, ça coûtera plus cher à produire. Quand on veut augmenter encore les droits de douane, c'est inflationniste. Donc, encore une fois, à mon avis, je pense que l'inflation aux States n'est pas prête de baisser. Ensuite, il veut baisser l'immigration. Encore une fois,
Ça, pour le coup, c'est mauvais pour le business. Parce que je rappelle que énormément de grands groupes aujourd'hui, s'ils arrivent à tenir leur position, c'est aussi parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir continuellement recruter tous les meilleurs talents et aller les chercher peu importe où ils sont dans le monde. Si on met trop de restrictions et trop de barrières au niveau de l'immigration, il y aura une tension au niveau des recrutements et il y aura des postes non pourvus. Et tout ça, en fait, c'est vraiment pas bénéfique du tout pour les entreprises. Il y aura en plus des baisses des impôts. Qui dit baisse des impôts dit déficit public. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas comme s'il allait aller chercher de l'argent ailleurs. Et donc, qui dit déficit public, qui va encore augmenter, certes, il n'y aura pas un défaut de paiement, loin de là, parce qu'ils ont le dollar, mais par contre, ça veut dire hausse des taux. Et notamment des taux à 10 ans qui vont probablement rester relativement hauts. Et on l'a déjà vu. On l'a vu, en fait, là, les marchés se sont déjà... je vais essayer de voir si je peux choper ma liste. Tac. On l'a déjà vu, les taux à 10 ans, ils sont remontés. Même, j'ai envie de dire, le marché est limite en train de pricer une victoire de Trump. Parce que si les taux sont en train de monter, c'est clairement que les marchés price que Trump va gagner. Voilà. Parce que, encore une fois, il a une politique inflationniste et donc ça veut dire que les taux vont rester relativement élevés. Et donc tout ça, ça ne fera pas les affaires au niveau du dollar notamment. Et je rappelle que le dollar, historiquement, les 2 derniers bull runs qu'on a eus, ils ont eu lieu lorsque le dollar était extrêmement faible et il baissait. Là, vous le voyez. Donc, on a eu cette baisse ici. Devinez, c'était quand? Janvier 2017, janvier 2018. Bull run de 2017. Et là, on a eu quoi? On a eu période Covid. Avril 2020, mai 2021. Bull run. Encore une fois, des phases baissières. Donc, si jamais on a Trump qui applique sa politique, de mon point de vue, ça va favoriser un dollar fort. Et donc, il y a quand même très peu de chances pour que le dollar baisse et break ici la zone des 100. Je me rappelle même qu'ici, il y en avait beaucoup qui commençaient à parler et dire que ça y est, le dollar allait enfin breaker les 100. Oh bon, au final, c'était le point bas. Là, si on revient déjà sur la zone des 106, il faudra vraiment surveiller. Mais si on vient breaker cette zone, ce n'est pas forcément bon pour les actifs à risque. Voilà. Donc, toujours apporter un peu de nuance. La politique de Trump, elle pourrait être favorable pour les entreprises crypto, mais attention du côté spéculatif. Et c'est pour ça que moi, de mon point de vue, si le marché nous donne une belle accélération sur une victoire de Trump sur l'espace de quelques mois, ce sera suffisant pour moi pour faire mes valises et encaisser. Voilà. Parce que honnêtement, je ne suis pas très très serein par rapport à ce qui va vraiment se passer dans les années à venir. Voilà. Il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Après, il faudra voir ce qui l'applique vraiment et quel sera l'impact réel au niveau des marchés, au niveau des taux, au niveau du dollar et au niveau du S&P 500. Le SP500, c'est quand même pas trop tendu non plus, vu qu'il est, encore une fois, sur ses plus hauts. Donc, voilà, il y a quand même du contradictoire. Tous les signaux ne sont pas clairs. Et donc, il faut apporter un peu de nuance et tout n'est pas rose en cas d'une victoire de Trump. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Et je rappelle en plus que, en réalité, historiquement, il n'y a pas un parti qui est plus favorable pour les marchés que d'autres. En général, c'est toujours du kiff-kiff entre démocrates et républicains. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc par rapport au Bitcoin, je pense que les choses sont relativement claires. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre tranquillement. Soit le Bitcoin confirme et la seule chose qu'il faudra se soucier, ce sera des niveaux de vente. Si le Bitcoin invalide, on réduit son risque et on attend et on recommencera plus tard. Encore une fois, peu importe ce que le marché nous donnera. Et ça, c'est vraiment toute la chance aussi de faire une gestion un petit peu active. C'est qu'en fait, peu importe ce que fait le Bitcoin, en réalité, ce n'est pas grave. Alors que si on fait que du buy and hold, malheureusement, parfois on serre un petit peu les fesses. Après, tout dépend de son niveau d'achat. C'est sûr que si on a acheté à 20 000 $, on est quand même tranquille, même s'il faudra accepter peut-être de la volatilité. Mais c'est aussi ça, on va dire, l'intérêt de faire de la gestion active. C'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe, on est protégé d'une certaine manière. Et moi, en tout cas, c'est comme ça maintenant que je fais. Et c'est pour ça que je ne fais qu'en parler parce que je pense que c'est vraiment une très très bonne manière de faire. Après, ceux pour qui
le hold ne pose aucun problème et si leur portefeuille, s'il se prend à moins 40% et que ça ne pose pas de problème, tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, mais holder que du Bitcoin pour le coup. Holder que du Bitcoin et ne holder surtout pas des shitcoins s'il vous plaît, parce que ça pour le coup, on sait comment ça va se terminer. Voilà, ce sera le petit mot de la fin par rapport à ça. Donc je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve à très très vite. Je ferai probablement une vidéo sur les alts d'ici à quelques semaines. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est focus Bitcoin et que Bitcoin et minière. Voilà, Bitcoin et minière de Bitcoin. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour une prochaine vidéo. Pour investir dans mon fonds d'investissement, le mail est en description. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.